Alors, j'essaye de... Ok, donc son... On ne t'entend plus, Aurélie. Elle a des problèmes de connexion, je pense. Alors, je vous propose de commencer le temps qu'Aurélie nous rejoint. Le live hebdomadaire de Daniel Robin, hashtag vos questions à Daniel Robin. Ce rendez-vous, donc, il est le nôtre maintenant. Ça fait plusieurs mercredis qu'on se retrouve. Et donc, c'est toujours l'occasion de pouvoir poursuivre nos réflexions, nos contributions autour des différentes thématiques. Et là, ce soir, on va aborder l'un des axes du programme que je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Donc, le thème de ce soir, c'est mettre en œuvre un contrat social basé sur l'inclusion sociale et économique pour chacun et pour tous. Alors, vous avez adressé vos questions pour certains d'entre vous par avance. N'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent directement participer, poser les questions. Vous pouvez le faire directement ou sinon en utilisant le chat. N'hésitez surtout pas à vous manifester. Pour des raisons de confort, on va simplement couper nos micros quand nous n'intervenons pas. Et puis, pensez à le désactiver en tout cas pour pouvoir prendre la parole. Donc, Dariel va animer le chat avec moi pour pouvoir accueillir vos questions et aussi répondre à vos questions sur les aspects techniques. Le temps pour moi de vous présenter en quelques mots l'association Chemin d'Avenir. Ensuite, je passerai la parole à Daniel pour quelques mots. Et puis, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. Donc, l'association Chemin d'Avenir a aujourd'hui 4 ans. Ça fait 4 ans que nous sommes dans une démarche citoyenne où nous allons donc à la rencontre des citoyens sur tout le territoire. Nous accompagnons donc les initiatives citoyennes, nous les accompagnons de l'idée à l'action. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir des projets s'accomplir, se pérenniser. Et donc, l'année dernière, Chemin d'Avenir a connu, comme chacun d'entre nous, les différents confinements et nous avons dû réorganiser notre façon de maintenir le lien avec l'ensemble des citoyens. Et donc, du coup, nous avons organisé nos rendez-vous de ce type via l'application Zoom. Et puis, s'était posé la question de savoir ce projet coécrit par l'ensemble des citoyens, à qui nous allions le confier, qui allait le porter, mais surtout qui allait respecter ce projet de société qui avait été partagé, coécrit, amendé par des hommes et des femmes amoureux du pays. Et donc, de rencontre en rencontre, nous n'avons pas véritablement trouvé, en tout cas, cette garantie de pouvoir voir notre projet aujourd'hui porté sur le plan des politiques publiques. Et donc, nous avons fait le choix, risqué, certes, mais nous avons pris ce choix, donc cette résolution ferme de porter notre projet politique maintenant dans le cadre de ces élections territoriales. Daniel a aussi accepté la lourde responsabilité de porter en tout cas le poids de la candidature. Et c'est avec joie que nous voyons de rencontre en rencontre, de réunion en réunion, que l'offre proposée par Chemin d'Avenir, elle est attendue, elle a sa place en tout cas dans le débat, dans les échanges et c'est une fois de plus l'occasion ce soir de pouvoir continuer à partager et à faire ce que nous faisons depuis ces 4 années, c'est écouter, écrire et surtout porter en fait ce projet citoyen
dans le cadre des élections et dans le cadre de la collectivité territoriale de la Martinique. Donc, voilà un petit peu, de façon très brève, l'histoire de Chemin d'avenir. Je vais donc passer la parole à Daniel pour quelques mots avant de passer dans le vif du sujet. Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci à toi Camélia pour cette introduction. Effectivement, dans ce que nous avons à cœur de faire pour la Martinique, il y a plusieurs dimensions que vous avez découvertes à l'occasion de nos échanges et de ce que nous publions. Mais il y a une dimension dans laquelle nous avons vraiment voulu nous investir et nous engager sous forme de contrat, puisque ça, c'est aussi important. C'est un engagement que nous prenons et réciproquement vis-à-vis du peuple martiniquais autour de la question de l'inclusion économique et sociale pour tous et pour chacun. Pourquoi? Parce que de ce que nous avons entendu, des échanges que nous avons eus avec vous et l'ensemble de ceux que nous avons rencontrés, il est une dimension qui caractérise notre société, c'est l'exclusion. C'est la difficulté que l'on a à maintenir le lien social. Ce que certains avaient appelé la fracture sociale, elle est présente aujourd'hui parmi nous et elle a beaucoup de facettes et beaucoup d'aspects. Donc, notre ambition, à travers ce contrat, c'est de proposer très concrètement d'agir sur d'abord tout ce qui constitue la capacité qu'a chacun à préparer son insertion économique, et notamment à travers l'accès à l'emploi, l'accès à une activité. Et cela consiste tout simplement à agir sur le volet éducatif, et je dirais au plus tôt que nous puissions le faire, pour agir très concrètement pour que, au terme du parcours scolaire, il puisse y avoir l'acquisition de compétences, l'acquisition de savoir et de savoir-être particulièrement. Et nous vivons donc dans ce que nous partageons avec nos compatriotes. Nous sommes dans l'économie de la connaissance et que la rupture sur le plan de la connaissance est un handicap pour son inclusion économique. Et donc, c'est agir sur ce volet-là, mais aussi sur le volet formation. Parce que c'est par l'acquisition de compétences, et notamment donc de la formation professionnelle, mais aussi de tout ce qui concerne les études universitaires, que nous avons donc à cœur d'accompagner notre jeunesse pour leur permettre d'être totalement au fait de tout ce qui est aujourd'hui essentiel en termes de maîtrise et de connaissance pour pouvoir appréhender les réalités de ce temps, de cette époque, et avoir un bagage solide qui favorise pour chacun l'accès, selon son choix, et non plus par défaut, à une orientation professionnelle, à un parcours professionnel, dont on sait qu'il sera fait de toute façon de rupture, puisque nous ne sommes plus dans ces parcours linéaires. Il y a un volet qui nous tient à cœur, c'est la question de l'illettrisme, parce que nous avons ici à la Martinique des taux d'illettrisme qui sont trop élevés, près de 2 fois supérieurs à ce qui existe sur le territoire national, et qu'il nous faut donc engager et de façon mesurée, pas à pas, une réduction de ce taux d'illettrisme en étant donc en capacité de prendre des engagements. Voilà, une réduction sur une base de 5 ans qui permettrait d'arriver donc à un taux comparable à celui au niveau national, mais qui serait encore certainement trop élevé. Donc, tout ce qui relève donc du volet de l'acquisition des savoirs et des compétences. L'autre élément qui est un élément marqueur de l'exclusion, selon nous, c'est la précarité. Nous avons donc un nombre de nos compatriotes qui sont aujourd'hui concernés par cette précarité qui est trop élevé. Et c'est même dans une société moderne ce que nous disons indécent. On ne peut pas vivre avec autant de Martiniquaises et de Martiniquais qui sont en dessous des seuils de pauvreté. Donc ça veut dire qu'il nous faut agir, mais concrètement, pour transformer cette précarité et rendre à chacun sa dignité. Voilà. Et ça, c'est important. L'égalité aussi et l'inclusion passent par les questions de santé. Et nous le vivons aujourd'hui à travers cette crise sanitaire. Vous savez que la réalité de ce virus, c'est qu'il va toucher plus fortement les populations qui sont les plus fragiles, donc dont la réalité de l'habitat est un petit peu complexe, notamment par rapport au nombre de personnes qui peuvent vivre sous un même toit,
Donc, la question de la santé est importante. Et sur ça, une proposition très concrète. Vous savez que nous avons, au niveau de la Martinique, une disparité de l'offre de santé, qu'il s'agisse des équipements, mais qu'il s'agisse surtout des médecins. Nous avons donc l'ambition d'offrir à la Martinique, et au Nord en particulier, parce que nous sommes dans un désert médical, ce qu'on appelle des maisons de santé. Avoir la possibilité d'y regrouper des médecins, des soignants, et surtout de faciliter leur installation. Parce qu'il ne suffit pas de mettre sur pied cet espace, encore faut-il qu'il puisse y avoir des praticiens, et l'enjeu, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent vraiment exercer leur savoir, leurs compétences dans des conditions favorables. Donc, tout ce qui est compétences, savoir, la question de la santé, mais aussi, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais la question du logement. C'est-à-dire que nous avons trop de familles ou de jeunes couples pour lesquels l'accession à un logement, je ne parle même pas de l'accession à la propriété, est une difficulté. Donc, travailler pour augmenter la production annuelle de logements et offrir une plus grande capacité qu'aujourd'hui à nos jeunes, à nos couples, à nos familles, de pouvoir être hébergés décemment dans le cadre d'un partenariat étroit avec les bailleurs sociaux, mais aussi un certain nombre de personnes qui sont des partenaires privilégiés et des financeurs. Et l'autre élément qui fait aussi écho chez nous, c'est la question de la sécurité. C'est-à-dire que la question de l'inclusion touche aussi aux aspects de l'insécurité pour qu'il y ait une capacité pour chacun de se sentir bien dans notre société. C'est là, et je le dis souvent, mais c'est tolérance zéro sur les armes. On ne peut pas continuer à faire en sorte qu'il y ait, donc par rapport à cela, une espèce de normalité ou de choses qui soient tout simplement en dehors du prisme sur lequel nous avons à cœur d'agir, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui considérer que le niveau d'armes est de meurtre, mais je dis souvent que la Martinique, et je vous le rappelle, est une des régions de France où il y a le plus de meurtres par arme à feu. Voilà. Donc tout ça ne peut pas être pour nous une réalité indifférente. Donc voilà, globalement, travailler sur l'inclusion des Martiniquaises et des Martiniquais au sein de cette société, c'est agir sur tous ces volets et faire en sorte qu'il y ait donc un mieux vivre, puisque c'était aussi c'est vraiment notre engagement, un mieux vivre et un bien-être dans le pays. Donc ça passe par une meilleure inclusion pour chacun. Et c'est la base de notre contrat social. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, de mon côté. Donc, vous avez entendu que j'ai fini ma partie. Camélia, tu poses les premières questions? Est-ce que Camélia est connectée elle-même? Oui, Camélia est connectée, mais je ne sais pas si elle nous entend. Ben, quelqu'un peut prendre le relais si vous avez des questions sur le chat. Ok, bon, je vais poser la première question. Alors, bonsoir, je suis une femme de 30 ans en reconversion professionnelle et vivant actuellement à Paris. J'ai pour intention de rentrer en Martinique définitivement. J'ai un projet dans la restauration qui est un secteur qui aujourd'hui ne fait pas l'objet de subventions par la CTM. Que prévoyez-vous pour les jeunes désireux de rentrer enfin chez eux et avec des projets d'entrepreneuriat dans le secteur de la restauration? Merci. Alors, je ne connais pas le prénom de cette personne, mais je suis très surpris quand vous dites que la CTM ne peut pas accompagner et intervenir pour les entreprises de restauration. Non, ce n'est pas possible. Donc, que ce soit directement, que ce soit par le biais d'autres phénomènes, puisque, en fait, une entreprise de restauration, c'est avant tout une entreprise. Donc, pour ce qui nous concerne, nous accompagnerons tous les projets d'entreprise et faciliterons tout ce qui est accompagnement pour permettre qu'il y ait, pour les porteurs de projets, un point d'entrée unique qui se charge de traiter tous les aspects de la démarche
qu'il s'agisse des aspects juridiques avec le greffe et la chambre de commerce, qu'il s'agisse des aspects techniques avec l'adossement à un certain nombre de partenaires, qu'il s'agisse de l'accompagnement sur la préparation des dossiers d'accès aux subventions. Notre logique et notre méthode, c'est celle d'un accompagnement à travers un guichet unique. Une personne identifiée reçoit votre demande et l'accompagne jusqu'à ce que vous ayez satisfaction. C'est notre différence parce que nous avons voulu faire de notre démarche celle du service public dans l'excellence, dans ce que vous attendez. Merci Daniel pour effectivement ces quelques mots qui nous permettent tout de suite de nous placer donc, dans le cadre de la démarche que tu portes. On a bien compris effectivement qu'il y a cette volonté de pouvoir être dans une démarche de qualité, de réponse aussi aux besoins de la population. Alors, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à mettre vos questions dans le chat ou alors de les poser directement. Et je vais commencer par une question, Daniel, qui a été posée. Est-il possible de mettre un modèle économique en place permettant d'éviter de faire appel à tous ces contrats précaires, tels que les services civiques, etc., et proposer de véritables CDD ou CDI qui offrent une responsabilité, une estime de soi et surtout une projection dans l'avenir? Quand je parlais tout à l'heure de la dignité, ça fait partie effectivement de cette dimension. C'est-à-dire que pour ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est rendre aux Martiniquais leur dignité, et aux jeunes particulièrement. Alors, bien évidemment, la question du service civique, comme avant d'autres contrats précaires, parce que ça fait des années que ça dure maintenant, ça fait des années, rien ne vaut un vrai contrat de travail, un vrai CDD, un vrai CDI. L'enjeu pour nous, en tout cas, c'est notre approche. Il y a souvent des relations de travail précaires parce que l'activité est précaire. Donc, si nous voulons qu'il y ait la possibilité d'offrir à nos jeunes en particulier cet accès à l'emploi et à la dignité, c'est de consolider les activités. C'est de faire en sorte que ces activités puissent être accompagnées, financées, s'inscrire dans un environnement structuré, propice à une meilleure performance. Et nous avons donc, et je le répète quasiment à chaque session, la volonté de conditionner l'accès aux aides, justement, à un certain nombre de critères, dont celui de l'emploi et de la qualité et de la durabilité de l'emploi. Ok, très bien. Une autre question d'Enrique cette fois. Bonsoir. La commande publique sera-t-elle un levier qui permettra d'impacter sur le levier économique et social? Alors, Enrique, encore une fois, merci de ta présence. Il y a une chose qui est extraordinaire, en fait, c'est que on ne peut plus considérer que l'économie peut reposer uniquement sur le financement public. Notre approche, c'est que le financement public est un levier. C'est-à-dire que si on a 100, avec 100, on peut lever 150. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de réhabiliter le partenariat entre collectivités, entre la collectivité et le privé, pour faire en sorte qu'on optimise à travers… Alors, quand je dis les 100 de la collectivité, c'est à la fois des fonds propres de la CTM, des fonds d'État et des fonds européens. Et ensuite, aller chercher le levier en sollicitant des financements privés à travers des réseaux que nous connaissons, Caisse des dépôts, Agence française de développement, qui permettent effectivement de bonifier l'aide publique et de faire en sorte que nous optimisions les apports de la CTM à l'économie tout entière. Et élargir le spectre, ne plus nous contenter, même si c'est important, de travailler sur, on disait à une époque, quand le bâtiment va, tout va, mais ce n'est plus vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres secteurs, et j'insiste toujours sur ceux de la transition énergétique, transition numérique, transition climatique, et toutes les activités qui sont en transition dans le cadre de la structuration des filières. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question ou souhaite réagir?
Alors, on poursuit donc avec une autre question qui n'est pas directement liée donc aux compétences de la collectivité, mais qui semble importante en tout cas au regard du contexte actuel. Le secteur public recrute trop peu de jeunes. Comment faire en sorte que les employés du public soient renouvelés? Ne faudrait-il pas réformer le statut de fonctionnaire? Alors, c'est un sujet très sensible, mais j'insiste toujours sur une chose. D'abord, ce n'est pas la compétence de la CTM. Bon, le statut des fonctionnaires, ce n'est pas la compétence de la CTM. La CTM a 4500 agents à peu près aujourd'hui. Ces 4500 agents, et nous l'avons très largement anticipé, s'inscrivent dans une pyramide des âges qui est finalement favorable. Et il y a un enjeu. L'enjeu, c'est la perte de compétences. Donc, si nous voulons que la CTM soit plus performante en termes de services, ne perde pas ses compétences, donc il faut, par rapport à une pyramide des âges qui est totalement anticipée, avoir la possibilité d'inscrire des jeunes, alors soit dans une logique un petit peu comment dirais-je, de parrainage ou de compagnonnage, mais interne, pour faire rentrer des jeunes avec des profils et des compétences, les mettre en situation de tutorat et les accompagner pour qu'au moment où la personne qui est actuellement en poste sera amenée à partir à la retraite, et il y a de très nombreux postes qui sont concernés par cela, faire en sorte que la relève soit déjà préparée. Maintenant, pour ne pas évacuer la question, bien évidemment, la question du statut des fonctionnaires est une espèce de serpent de mer qui revient tout le temps. Bon. Et on ne pourra pas, encore une fois, y échapper. Hein. Donc, ce n'est pas de notre compétence. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est de faire en sorte que, quelles que soient les décisions qui pourraient être prises, exiger qu'il y ait des transitions, que l'on ne puisse pas passer d'un modèle à un autre modèle de façon abrupte, parce que ce que je crois, c'est que la fonction publique est un maillon très fort de l'économie martiniquaise, comme de l'économie nationale, et qu'il faut donc, sur ces domaines-là, si évolution il doit y avoir, le faire, et ça a toujours été des propositions parmi celles qui ont été faites, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de parcours pour ceux qui sont déjà en poste et que l'on envisage cette démarche et cette réforme de façon totalement graduelle et anticipée. Voilà, j'insiste vraiment sur ça. Alors, nous allons rester donc sur la jeunesse, mais également sur la précarité. Donc, deux questions. L'épidémie a entraîné une hausse de la précarité chez les étudiants. Comment les aider à sortir de la précarité? Et également, toujours sur la précarité, comment la CTM peut-elle œuvrer pour sortir les gens de leur grande précarité, voire misère, car il y en a de plus en plus en Martinique et les gens par dignité ne disent rien. Alors, sur le premier volet, très concrètement, la question des étudiants, pour une société qui a vocation quand même à les inscrire dans un renouvellement de génération, ne peut pas être traitée comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on s'en remet quasi exclusivement à la solidarité qui se manifeste à travers des associations. Alors, c'est formidable. Mais il nous semble que la collectivité a la responsabilité aujourd'hui, et je vous le dis avec un peu de dépit, nous avons été saisis par les étudiants, nous les avons accueillis au sein de l'hémicycle, il y a des dialogues qui ont été engagés avec eux, ils ont été reçus en commission, mais à ce jour, cela ne se traduit par rien de concret. Donc, notre engagement, et ça fait partie du contrat, c'est de faire en sorte que quand une décision est prise, elle soit exécutée. Parce que les dispositions ont été votées, ce sont des bonnes dispositions. Elles permettent tout à la fois d'intervenir sur l'environnement de l'université, elles permettent d'intervenir sur le contexte personnel de chacun, avec des enveloppes qui peuvent être mises à disposition. Et surtout, j'insiste sur ça, il faut que la solidarité s'exprime en soutien aux acteurs engagés dans la solidarité, à savoir, toujours dans notre démarche d'accompagnement, faire en sorte qu'il y ait la possibilité, et je vois des personnes qui se sont vraiment investies, mais qui malheureusement n'ont pas le soutien de la CTM souvent, quelles que soient les raisons. Donc, soutenir le réseau de solidarité, agir directement et intervenir
par des aides directes et concrètes aux étudiants. Donc, c'est de l'argent qu'il faut leur verser. Ensuite, agir sur là où ça fait… les logements, par exemple, on sait que c'est un grave problème parce qu'ils n'ont pas pu travailler. Les petits jobs qu'ils avaient, ils n'en ont plus. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi intervenir en loyer, très concrètement, sur 1, 2, 3 loyers, je ne sais pas combien, mais c'est ça qui est concret et c'est comme ça qu'on va vraiment avancer. Et la précarité, c'est à peu près la même dimension. Moi, j'ai entendu l'élu de l'exécutif en charge s'envoyer de grands satisfaits. Je suis choqué. On ne peut pas être satisfait aujourd'hui d'avoir 1,3 milliard de budget et compter aussi autant de personnes qui sont exclues ici en Martinique. Alors, j'ai vu que Louri avait une question. Il a levé la main. Tu as la parole, Louri Joël. OK. Donc, en attendant, je vais poser donc une question de Coralie. Elle s'excuse d'insister, mais en dépit de votre surprise, on m'a encore dit non hier concernant les aides pour le secteur de la restauration. Dois-je comprendre que Daniel Robin, président de l'exécutif, fera bouger les choses? Oui, alors, oui, Coralie. Pourquoi? D'abord parce qu'il se trouve que parmi les secteurs qui sont aujourd'hui pourvoyeurs d'emploi, il y a la restauration. Donc, si on veut créer de l'emploi, il faut soutenir les activités de restauration. Ensuite, et je ne comprends pas comment on peut vous dire non, alors si vous le souhaitez, je suis prêt à ce qu'on fasse en privé et vous avez la possibilité de nous laisser vos coordonnées, que je comprenne ce qui se passe autour de votre dossier parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Donc, oui, nous ferons en sorte que les entreprises de restauration puissent être aidées et par rapport à ça, il y a nécessairement une réalité sur laquelle il faut que l'on puisse traiter les choses parce que vous êtes encore, si j'ai bien compris, donc, en France et que vous souhaitez rentrer. Donc, on peut préparer les choses. Et je rappelle que Chemin d'Avenir, sa mission première, c'était d'accompagner les initiatives et d'accompagner les projets. Donc, si vous le souhaitez, prenez contact avec nous de façon individuelle et nous ferons en sorte de vous accompagner. Très bien. Donc, Coralie, n'hésite pas à te manifester dans le chat en privé auprès d'Ariel pour laisser tes coordonnées. Et c'est avec plaisir donc que nous te recontacterons. Donc, autre question. Cette fois sur le handicap. La CTM sera-t-elle en mesure de financer une politique en faveur des personnes handicapées? Mais la CTM a les moyens de financer une politique en faveur des personnes qui ont un handicap. Elle a les moyens. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle ne le fait pas? Nous étions en réunion il y a quelques jours à Bellefontaine et nous avons été interpellés sur ces questions-là. Et chaque fois, on en revient à la même chose. Nous avons la certitude que les personnes qui sont aujourd'hui concernés par les situations de handicap, leurs familles, leurs parents, les accompagnants, savent ce qu'il faut faire, connaissent la réalité de leurs besoins. Donc, notre proposition, bien évidemment, c'est de pouvoir faire en sorte que dans une logique d'inclusion, il y ait la possibilité de travailler sur la question de l'inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap, en prenant appui sur ce qu'elles nous ont demandé. En tout cas, l'enjeu, ça a été très clair. C'est bien évidemment considérer que le handicapé doit être considéré globalement en tant que personne et accompagné en tant que tel, et non pas de constituer des ghettos dans lesquels il serait enfermé. Donc, et ensuite, mettre en place de l'accompagnement pour tout ce qui est acquisition de compétences, acquisition de savoir et aussi inclusion par l'activité, parce que trop d'entreprises continuent de préférer payer les pénalités attachées à l'obligation qui existe de recruter des personnes en situation de handicap plutôt que de les y faire accéder. Alors, Marie-Luce et Enrique, je note vos questions. Evelyne, qui
écrit que le transport en Martinique, le tourisme en Martinique, je pense que ce sont des sujets qui l'interpellent. Le temps pour moi, Henri Biron, de vous donner la parole et ensuite, Marie-Luce et Enrique, on transmet vos questions. Votre micro. On m'entend là? Oui. Vous m'entendez? Alors, Oui, bonsoir à très bien. tous et à toutes. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Alors, en préambule de ton intervention, tu as parlé d'inclusion basée sur un contrat social, de manière à ce que chacun puisse retrouver, notamment dans le domaine de la précarité, la lutte contre la précarité, de manière à ce que chacun puisse retrouver sa dignité. Bon, je trouve que c'est un chantier, effectivement, qui vaut la peine d'être défriché. Alors, il y a une chose que j'ai observée sur le taux de chômage des jeunes, puisque je crois que s'il y a une population qui doit être prise en considération, ça ne veut pas dire que les autres ne puissent pas l'être, mais je regarde sur la tranche d'âge des 15-29 ans, il y a 36% de chômeurs. Ça fait à peu près 8 000 jeunes. Moi, ma question est la suivante. Quelles sont les offres de formation et quelles politiques qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir aider cette population? Et surtout, comment allons-nous garder ces jeunes? Parce qu'il ne s'agit pas de les former pour qu'ils repartent, mais surtout faire en sorte qu'ils puissent assurer le développement du pays et surtout qu'on puisse leur donner des emplois qualifiés. Parce que avant-hier, je crois, en regardant le journal de la première, j'ai observé que la Réserve nationale a fait venir une vingtaine de soignants. Je me dis, mais on a un problème majeur sur ce domaine puisqu'on n'a pas suffisamment de soignants en Martinique. Heureusement qu'il y a cette solidarité nationale qui nous permet de faire face, mais en cette période difficile de pandémie, de catastrophe sanitaire, je crois qu'il faudrait qu'on ait davantage de ressources, j'ai pris ce domaine-là à dessein. Et puis, une observation qui n'a peut-être rien à voir avec le sujet de ce soir, c'est plutôt une préoccupation. Je vois que lors de l'élection de 2015, nous étions le premier parti qui a été élu, c'est le parti de l'abstention. Il y avait 58,82% d'abstention. Est-ce que ça, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un chantier à ce niveau? Merci pour tes réponses. Merci, Henri. Alors, je suis un passionné de la formation, mais un passionné depuis très, très longtemps. J'ai exercé cette responsabilité à l'époque à la Chambre de commerce, à la région, et je pense qu'on fait fausse route aujourd'hui. Je pense qu'on fait fausse route. Je vais essayer de l'expliquer sans prendre trop de temps, mais la première chose qu'il convient vraiment de mettre en évidence, c'est quels sont les besoins du territoire, même pas les besoins présents, les besoins dans 3 ans, dans 5 ans. Parce qu'on sait que le cursus de formation est toujours long. Donc, amener une compétence à maturité, ça prend du temps. Mais ça veut dire qu'il faut avoir de la prospective. Il faut être en capacité d'anticiper sur les besoins du territoire dans 3 ans ou dans 5 ans. Prendre un exemple. On entend parler comme une espèce de misère du vieillissement de la population. Mais c'est une formidable opportunité. Parce que, bien évidemment, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de moins en moins de personnes qui travaillent. Et parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne travaillent pas, il y a de plus en plus de besoins attachés à la personne. Voilà. Donc, et je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, on continue d'orienter des personnes en formation sur des sujets comme l'onglerie. Je n'ai rien contre les gens qui ont de beaux ongles, au contraire, c'est très, très sympa, mais qui ne sont pas porteurs en termes de développement. Donc, je crois qu'il y a une urgence en la matière, c'est de faire de la prospective. Alors, le budget de la formation professionnelle, bon an, mal an, c'est 50 millions d'euros. Hein. Donc, aujourd'hui, quand on lance des appels d'offres, il n'y a pas de réponse. Il y a des actions de formation dans lesquelles on ne trouve pas des jeunes, soi-disant. Donc, je pense qu'il faut la repenser sur l'ensemble du territoire, travailler avec les professionnels et surtout faire de la prospective. Dans mon activité professionnelle, j'ai été obligé de prendre des jeunes et de les former parce que l'appareil de formation locale ne me permettait pas d'avoir des ressources formées et disponibles. C'est ça le drame de la formation professionnelle. Donc, sur la question des soignants,
Nous avons 86 places au niveau donc, de l'école d'infirmières, alors que nous savons que nous avons des besoins croissants. Donc, l'enjeu, c'est de s'adapter et de faire en sorte que, non pas sur des grands plans, mais sur des cohortes limitées dans le temps, on puisse augmenter temporairement le nombre de personnes parce que nous savons que ces personnes, au bout du cycle de formation, trouveront de l'emploi. Plutôt que d'avoir, et je n'ai rien contre ces personnes, des personnes qui viennent de Roumanie ou je ne sais que de la Pologne et qui se retrouvent à travailler en Martinique. Donc, si on veut être cohérent, le financement de la formation doit permettre aux Martiniquaises et aux Martiniquais, aux plus jeunes d'entre eux, d'accéder à un emploi dans leur pays. Et nous avons des domaines, celui de la santé, celui de la transition énergétique, sur lesquels il y a des opportunités d'emploi tous les jours. Et ça me chagrine, et je vous le dis, de voir qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des Martiniquais, comme des carleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à former les carleurs ici en Martinique? Aujourd'hui, c'est une compétence qui n'existe quasiment plus. Alors qu'un bon professionnel, un bon artisan, il a de l'avenir devant lui, il va pouvoir gagner sa vie, développer son activité et même embaucher. Alors, en lien avec l'emploi, la question d'Enrique, il demande, en rapport avec le projet 4D sur les champs d'action sociale, jeunesse et économique, y a-t-il des opportunités à saisir pour le territoire? Alors, pour rappeler ce que c'est que le fameux projet 4D, c'est différenciation, décentralisation, déconcentration, décomplexification. C'est un projet de réforme de l'administration qui est en cours. Je ne sais pas si vous en avez un petit peu entendu parler. Donc, comme tout projet, oui, Enrique, il y a des opportunités à saisir. Maintenant, attention, parce que ce que nous voyons à travers la proposition, enfin le projet de loi qui a déjà été déposé, c'est qu'il y a un risque fort alors comment on va dire ça, de rupture avec le statut d'un certain nombre de corps de la fonction publique, puisqu'il s'agirait de rendre fongible le parcours du fonctionnaire. Et je sais que beaucoup de syndicats sont aujourd'hui un peu vent debout contre ça. Ceci dit, il y a un mot que je retiens dans la réforme, c'est celui de différenciation, parce qu'il s'agirait, alors je parle encore un peu au conditionnel parce qu'il faut aller un petit peu plus loin, de pouvoir tenir compte des réalités des territoires pour mettre en place une logique dans laquelle l'adaptation serait de mise. Je rappelle quand même que nous avons vraiment un enjeu autour de l'expérimentation offert par la Constitution, mais ce que je crois aussi, c'est que c'est compliqué aujourd'hui pour un État très, très centralisé, une fois de plus, d'amener une réforme qui ne serait pas de nature à aller au bout de ce que nous demandons. C'est un vrai transfert de la responsabilité au local pour que nous soyons en capacité d'engager les réformes que nous voulons. C'est ça qui est en jeu. Donc, il ne me semble pas aujourd'hui que ce qui nous est proposé aille suffisamment loin. Ok, merci Daniel. Donc, il est 20h13. J'ai encore deux questions. Une question de Marilus, puis Annick. Donc, Marilus, bonsoir. Y a-t-il un projet de développement du Nord Caraïbe, par exemple, dans le domaine du transport, pour rebooster l'attrait et pour un mieux vivre des habitants? Je souris parce que la première réunion de Chemin d'Avenir en commune, c'était à Sainte-Marie, n'est-ce pas, Annick? Et que ce sujet a été abordé. Et que nous étions au Lorrain dimanche et que cette question nous a encore été posée. Donc, vous savez qu'il y a actuellement une enquête qui est faite par la CTM autour de l'extension du TCSP. Aujourd'hui, il ne nous semble pas que ce soit la meilleure façon de répondre aux attentes légitimes de la population du Nord. Nous savons que, d'abord, il y a un enjeu de proximité et de coût. C'est-à-dire que si on veut réellement organiser le transport, le TCSP, il a des avantages, mais il a de gros inconvénients. C'est-à-dire que si je prends ma voiture aujourd'hui et que j'habite par hasard Rivière-Salée, donc c'est un exemple choisi au hasard, je vais prendre ma voiture, mais pourquoi je vais m'arrêter à Carrère pour embarquer? Si je viens du Robert, pourquoi je vais m'arrêter à Mao? Et donc, il ne faut qu'on reproduise le même schéma en extension jusqu'à Saint-Plus ou jusqu'au Robert. Donc, il faut penser, selon nous, l'aménagement du territoire
et le transport de manière totalement cohérente. Aménagement du territoire, c'est quoi? C'est impliquer des partenaires et installer des infrastructures, des équipements, des activités sur tout le territoire. Parce qu'encore une fois, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir accès, dans une logique de proximité, à des services publics, à des services privés, à une offre de formation, à un emploi. Et ça, c'est repenser le territoire. Mais l'autre chose qui est vraiment sous-tendue par ça, c'est qu'il nous faut engager cette réforme avec des acteurs qui trouvent des solutions aujourd'hui, mais qui n'ont pas les moyens d'aller au bout. Donc, plutôt que d'engloutir encore des centaines de millions d'euros dans un TCSP, c'est plutôt de dire, travaillons à mettre des bouts et des compléments à ce qui existe en étant en soutien des opérateurs. Alors, recycler ce qu'on appelle historiquement les taxicos, mais ils ont une vertu sociale, mais permettre qu'il y ait une modernisation de leur profession à travers de nouveaux modes de transport, avec la possibilité de passer aux véhicules hybrides ou électriques, de telle sorte qu'on puisse arriver à aller chercher les personnes, finalement, en termes de services, au plus près de leur domicile, pour leur permettre d'embarquer dans un transport en commun. Donc, c'est une autre approche que nous avons, qui colle davantage, selon nous, à la réalité de l'aménagement du territoire et à une desserte qui serait harmonieuse et économiquement rentable. Et surtout, avec une régularité et une amplitude d'offres de services de transport qui permettent à chacun, si j'habite, alors on est en couvre-feu, mais bon, imaginons que nous ne soyons plus en couvre-feu, ça va bien finir par arriver. Donc, nous ne sommes plus en couvre-feu et que demain, nous avons besoin de quitter, je prends le Lorrain, pour aller à un spectacle à Fort-de-France. Généralement, on peut y arriver à l'aller et au retour, ça nous va faire. Donc, il faut que l'on puisse concevoir cette offre de service en étant en amplitude, cohérente par rapport à ce que nous voulons faire et la manière dont les Martiniquais veulent accéder à des loisirs et à des services. Une remarque de Princesse Ganvorka qui rebondit donc sur l'un de tes propos. Je suis d'accord, je suis élue en métropole et c'est ici en métropole que nous avons finalisé l'étude sur les conditions de travail et de santé et sécurité au travail dans les plantations bananières de Martinique sur la question donc du chlordécone. Ben voilà, c'est comme ça que ça marche encore. Donc, en tout cas, merci de ce témoignage. Et en tant que collègue, on peut échanger là aussi parce que c'est intéressant de voir ce qui a été fait, de la manière dont ça a été conduit. Il me semble que, Princesse, on pourrait aussi développer des logiques entre élus, voilà, attachés à nos territoires, qui nous permettent de faire ce que l'on appelle du partage ou du retour d'expérience, parce que ça fonctionne bien et que nous avons, je crois, à témoigner que la réalité de notre attachement et de l'amour que nous avons pour notre pays nous permet de travailler ensemble, quel que soit l'endroit où nous sommes. Alors, sur cette invitation, donc Princesse, si tu souhaites donc effectivement poursuivre le co, n'hésite pas, là une fois encore, à laisser tes coordonnées et on se fera donc un plaisir de te rappeler pour qu'on puisse donc poursuivre effectivement ces retours d'expérience. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, la question d'Annick, il est 20h18, le temps file, mais une dernière question, la question d'Annick. Comment peut-on organiser les premières expériences professionnelles des jeunes par le biais d'emplois saisonniers qui se font rares en Martinique, d'autant plus en cette période de Covid? Alors, il y avait Odile qui posait la même question qui était liée. Donc, je la partage ici. La CTM embauche chaque année des étudiants en emploi saisonnier. C'est une très bonne initiative. Cependant, nous avons noté que souvent reviennent les mêmes et en plus, et pas forcément des personnes en difficulté. À l'heure où de plus en plus de jeunes sont en grande difficulté, l'année dernière, la CTM a embauché moins de jeunes sous prétexte Covid, mais pour au moins 2 mois cette fois-ci. Que proposez-vous pour éviter ce genre de situation? Nous proposons de faire autrement. Et sur ce sujet-là, je peux vous dire que voilà, je fais partie de ceux qui se sont largement investis dans ce qu'on avait appelé, et Enrique, s'il est toujours là, s'en souvient, j'en suis sûr, immersion emploi jeune. Ça a été un défi que nous nous sommes lancés. Oui, bonsoir Enrique. Voilà. Et Enrique faisait partie des jeunes. En fait, ce que nous avions fait à l'époque, c'était de recruter des jeunes pour accompagner les jeunes. Et nous avions donc une brigade de jeunes martiniquais
qui avait été donc recruté par une structure satellite de la région à l'époque que je présidais, et nous avions mis en place une logique de détection des emplois saisonniers. Et donc, comme le disait Enrique, on a fonctionné de manière remarquable. On a pu créer sur une période de 3 ou 4 ans près de 7000 emplois saisonniers. Vous voyez, donc et ce n'est pas à la CTM de créer des emplois saisonniers. On peut le faire à la marge, mais c'est accompagner les entreprises qui ont besoin d'emplois saisonniers et les solliciter, les accompagner et les financer. C'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est comme ça qu'on a pu offrir l'opportunité. Et ce qu'on s'était dit, c'est offrir des lignes de CV. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Préparation aux entretiens avec toute une batterie de compétences martiniquaises. On les avait inscrits dans des... Il faut m'arrêter sur ce sujet-là, je vous préviens. Mais on les avait donc coachés. On avait fait donc du coaching avec eux. On avait fait de grands... Je me souviens, on avait pris à Madiana, on avait pris tout le premier étage de Madiana pour faire du job dating. Et à l'issue de ça, on avait fait de la mise en relation. Et ça avait fonctionné. Alors, si vous voulez qu'on recommence, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votez chemin d'avenir. Mettez-nous à la CTM. Ça, je vous promets, on va le faire. Et Enrique, tu vas revenir nous aider parce que tu as le savoir. Et c'était impressionnant, quoi. Et il fallait voir les jeunes qui étaient heureux, leur famille heureuse. Et certains ont vu ces emplois saisonniers convertis en CDD, en contrat d'apprentissage ou en CDI. Alors, la période est compliquée. C'est vrai que la période est un petit peu compliquée, mais comme on va en sortir, pour sortir la Martinique de cette ornière dans laquelle on est, c'est voter vraiment pour Chemin d'avenir. Engagez-vous avec nous et vous verrez que pour les jeunes, nous avons des solutions. Très bien, donc merci beaucoup pour votre participation active. Le sujet de ce soir, c'était donc la mise en œuvre d'un contrat social basé sur l'inclusion sociale et économique pour chacun et pour tous. On a pu donc parler donc des jeunes, on a évoqué rapidement avec M. Biron les abstentionnistes, on a aussi parlé donc des retours d'expérience des uns et des autres, et c'est vrai que pour chacun et pour tous, c'est effectivement chacun de vous. Donc, merci beaucoup pour cette implication. Je vous rappelle que si vous voulez donc poursuivre les échanges et aussi contribuer à la réflexion, à nos différents travaux, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Nous sommes présents donc sur les réseaux sociaux. Je laisse Dariel vous mettre les liens dans le chat. Vous pouvez aussi nous contacter directement par téléphone. Toutes les informations, donc, vous les aurez dans le chat. Ce rendez-vous donc hebdomadaire est un format de 45 minutes, mais il est riche, donc c'est toujours intéressant donc, de partager. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous mercredi prochain à 19h30. Alors, non pas même heure, même antenne, mais confinement oblige. On se retrouve donc sur l'application Zoom. Donc, n'hésitez pas aussi à inviter les personnes autour de vous de nous rejoindre, de participer aussi. C'est un espace donc d'échange, de parole, et puis aussi de pouvoir donc interroger directement Daniel Robin. Donc, merci beaucoup. Daniel, quelques mots pour conclure. Mais volontiers, en tout cas, merci à tous vraiment de nous consacrer chaque fois un peu de votre temps. J'ai vraiment à cœur, avec toute l'équipe, parce que vraiment c'est un collectif formidable, Chemin d'avenir, de mettre en œuvre tout ce qu'on vous présente. Donc pour ça, nous avons besoin de vous, de chacun d'entre vous. Et voilà, pour rompre avec ça, et j'en parlais encore avec un journaliste tout à l'heure, il nous faut vraiment faire voter les Martiniquaises et les Martiniquais qui ne s'intéressent généralement pas aux élections. Donc, il faut que vous puissiez prendre de votre temps. Et si vous avez été touché ou senti concerné par ce qu'on a partagé ce soir, parlez-en avec votre famille, vos parents, vos amis, vos voisins, et dites-leur qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe en Martinique. Et cette chose nouvelle s'appelle Chemin d'avenir. Merci. Merci à tous. Merci à l'équipe de Chemin d'avenir, toujours mobilisée. Merci à Marie-Luce, Enrique. Merci à Princesse. Merci à M. Biron, Dorothée. Merci à tous, Coralie. Merci à tous. On se retrouve donc mercredi prochain à 19h30 via l'application Zoom, et puis restez connectés donc sur nos réseaux sociaux. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
revoir, Bonne soirée. Roger, Au revoir à tous. Franck. Bye bye. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir, Christelle. Bye bye. Bye bye.